Un, 2. Ah. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont présents dans la salle du conseil communautaire et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont en distanciel connectés. Peut-être une petite recommandation juste pour commencer, que vos micros soient bien éteints, surtout en distanciel, hein, pour éviter d'avoir des échos ici dans la salle donc du conseil. Ici, bien évidemment, toutes les interventions se font avec le micro. C'est le seul moyen pour que tout le monde nous entende. Hein, donc, n'oubliez pas de prendre vos micros pour les interventions. Le quorum est atteint, me dit-on. Nous sommes ici dans la salle. Combien, Nathalie? Françoise, on est combien présents ici dans la salle? Je vous en prie. Et en distanciel, on était 24, donc le quorum est largement atteint de toute manière. Hein. Donc on peut très largement ouvrir cette séance du conseil. Je vois qu'Éric Bascou nous a rejoint, donc tu seras, mon cher Éric, si tu en es d'accord, le secrétaire de séance. Donc je te remercie. Je ne t'invite pas à venir me rejoindre parce qu'on n'a pas de place. Donc tu es très bien installé. Surtout reste bien en place. Merci, merci à toi. Je vous donne les pouvoirs qui m'ont été adressés. J'ai le pouvoir de Jacques Gros pour Madame Corinne Martinez. Le pouvoir de Patrick Combernoux pour Jérôme Lopez, qui est présent. Et j'ai le pouvoir de Monsieur Capu Georges pour Monsieur Salz Jean-Michel, qui est son suppléant. J'ai également le pouvoir de Annie Lamort pour Michel Lernoux, qui est bien présente. Et j'ai le pouvoir aussi d'Anne Meillour pour Michel Lernoux. Vous savez qu'on a le droit à 2 pouvoirs en cette période particulière. Donc les pouvoirs sont recevables. L'ordre du jour, vous l'avez toutes et tous devant vous, donc je vais vous épargner la lecture de l'ordre du jour, mais tout simplement vous demander d'ajouter un point supplémentaire. Ah oui, pardon, oui, l'approbation, je le fais après généralement, moi, l'approbation, mais on va le faire, on va d'abord donc, si vous en êtes d'accord, ajouter le point supplémentaire en point 8, donc il y aurait un point 8.2 qui concerne une demande de subvention à la région Occitanie au titre de l'appel à projet sur la labellisation des tiers-lieux Occitanie. C'est une présentation qui vous sera faite par Antoine Martinez, le vice-président en charge du développement territorial. Est-ce que vous êtes d'accord pour ajouter ce point dans la salle? C'est bon. En distanciel, est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition? Franck, c'est vous qui pouvez vous assurer de tout ça. Donc, donc apparemment, pas de. On peut inscrire ce point supplémentaire. L'approbation du compte-rendu de la séance du 9 février 2021. Donc, je propose au Conseil de communauté d'approuver son compte-rendu. Bien évidemment, je vous pose la question de savoir si vous avez des corrections, des modifications à y apporter avant de le mettre à votre vote. N'hésitez pas en distanciel à intervenir par la voix, parce que c'est peut-être assez difficile de vous voir tous sur un seul écran, donc on est obligé de balayer les écrans, c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir de vive voix hein, pour intervenir soit sur un vote ou sur une position pendant cette séance du Conseil.
Pas d'intervention, donc je considère que le compte rendu du 9 février est adopté. Concernant le compte rendu des décisions du président, je sens que la soirée va être difficile. J'ai oublié de prendre mes cachets. Et le langage des signes va peut-être mieux nous convenir. Bon, donc compte rendu des décisions du président. Alors, vous les avez aussi dans votre note de synthèse. Je vous propose de vous épargner cette lecture fastidieuse, notamment sur la première partie qui concerne le foncier et la gestion du patrimoine, avec notamment les différentes conventions qui ont été signées. Je suis prêt, bien évidemment, à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Il y a ensuite les prêts et mises à disposition, droit de passage, servitude au bénéfice de la communauté de communes. Ben là, c'est néant, comme ça, c'est vite fait. Pour les marchés publics, alors par contre, vous donner quelques infos sur ces marchés publics qui ont été notifiés, notamment avec l'agrandissement de la déchetterie de Saint-Gély-du-Fès, qui a été signé le 3 février 2021, avec la société TP Sanerm pour un montant de 440 000 euros hors taxe. Ensuite, un lot concernant des réseaux secs déclaré signé 3 février avec Aliès et compagnie. Le lot 4, métallerie. Le lot 5, clôture. Vous avez tout ça de détaillé dans votre note, donc concernant l'agrandissement de la déchetterie de Saint-Gély avec des travaux qui sont commencés ou qui commencent. C'est ça, Stéphane? Voilà, donc ça y est, c'est parti. Enfin, ces travaux qui vont certes perturber un petit peu l'accueil de la déchetterie de Saint-Gély, qui est toujours très très fréquenté, mais pour autant, ces travaux, je pense, seront très appréciés quand ils seront achevés. Nous avons ensuite l'extension de la station d'épuration et construction d'un nouveau poste de refoulement sur la commune de Sainte-Croix-de-Catillard, donc qui a été signé. Vous avez l'ensemble des tranches qui ont été inscrites. Voilà. Ensuite, en marché publié, l'acquisition d'un véhicule léger équipé d'une benne à ordures ménagères, des travaux de réhabilitation de la salle de spectacle de Saint-Gély-du-Fesc, réhabilitation du réseau public d'eau usée des rues du Plan Vincent et du Languedoc à Saint-Beaugile-de-Montmel. Et enfin, les entretiens concernant les terrains de sport et de pelouse naturelle et synthétique à la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Il n'y a pas eu d'avenant. Marché annulé non plus. En ce qui concerne les contrats de prestations et de services fourniture, vous en avez les descriptifs. Il y en a notamment un contrat qui a été signé pour une exposition qui est consacrée à Robert Roca, à la Maison des Consuls, qui a été signé le 8 janvier 2021, et avec Sabrina Issa, pour un montant de 2 000 euros. Également une convention de prestation concernant une étude pilote pour l'installation d'une mission d'élevage sur la commune de Sauterargues. Des conventions d'assistance diverses, notamment en matière d'instruction d'urbanisme, avec le cabinet d'avocats Valette Bertelsen. Convention de prestation à une mission de commissariat au bord des paysages pour cette opération qui devrait se faire au printemps. Convention d'assistance juridique auprès d'un cabinet d'avocats ARPI. Une convention de prestation relative à la mission de commissariat de l'exposition temporaire qui sera présentée cette fois-ci à la Halle du Verre, le 17, qui a été signée le 17 février avec Manuel Fada, que vous connaissez pour certains d'entre vous très bien, qui est notre commissaire d'exposition préféré, en tous les cas en ce qui concerne cette thématique du verre. D'hiver, on a des conventions d'ADS qui ont été signées avec la commune de Ferrières-les-Verreries, également avec Saint-Hilaire-de-Beauvoir. Voilà. Après d'autres conventions que je vais peut-être pas vous détailler, vous les avez sur votre note, avec différentes associations et acteurs du territoire, sport, que ce soit sport ou culture. Un contrat relatif à la redevance spéciale avec un avenant à l'école primaire qui a été signé avec la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Et puis la convention d'organisation d'activités en art et culture aux écoles élémentaires et maternelles
qui ont été signés avec l'inspection, l'éducation nationale d'académie et la société Oriflamme. Voilà l'ensemble de cette communication. Avez-vous des questions ou des précisions par rapport à ces points qui viennent de vous être rapidement énoncés et qui sont bien évidemment détaillés dans votre note de synthèse? En distanciel, pas d'intervention. Ici dans la salle non plus. Donc je vous remercie. Concernant le premier point donc, de notre ordre du jour, procédure et moyens internes, il s'agit d'un remplacement au sein du collège public du comité de programmation GAL Pic Saint-Loup. Comme vous le savez, j'ai pris la présidence donc, du comité de programmation du GAL après le départ de notre collègue Irène Tolleré, appelée à siéger comme députée européenne. Donc on était quand même un peu vers la fin du mandat, donc j'ai accepté, je dirais, de conduire le pilotage du GAL. Pour autant, en ce début de mandat, la charge de travail qui est la mienne, notamment avec la gestion grand site qui vient de m'être attribuée. Donc, je suis le président des grands sites Gorge de l'Hérault pour 2 ans, puisque ça sera une présidence tournante. Mais bon, ça fait quand même une charge cette fois-ci qui est quand même assez importante. Et il est plus raisonnable quand même de répartir les charges pour être toujours aussi efficace dans les différentes missions qui sont les nôtres. Donc, je vous propose ce soir de confier cette présidence à Monsieur Philippe Doutremepuich, vice-président à la communauté de communes, de manière à ce qu'il puisse, notamment dans ses missions d'animation de la gouvernance, de pouvoir représenter dans la communauté de communes au sein de ce collège public du comité de programmation du GAL. Et donc, je l'invite, après votre décision bien sûr, à participer au prochain comité et je présenterai à ce moment-là sa candidature pour me remplacer. Voilà donc la proposition que je fais ce soir et je vous écoute bien évidemment sur les questions que vous auriez éventuellement sur cette proposition. Y a-t-il des questionnements? Philippe, tu es en ligne? Tu nous entends, Philippe? Qui dit mot consent, me dit-on dans la salle, donc tu as 3 secondes. J'accepte la mission, d'autant que le volume de travail sur le pacte de gouvernance, je le dis à mes collègues, parce que j'étais encore avec tous les départements hier, compte tenu de la qualité et de la transparence des débats dans notre communauté, ce travail sur le pacte de gouvernance est beaucoup moins rude que dans d'autres EPCI. Donc ça me laissera un peu de temps. Voilà. Et tout ça pour vous dire que malgré tout, je préfère le pacte à la gouvernance. Merci Philippe de cette précision. On t'a bien entendu, je pense, tout le monde en tous les cas. C'est la première intervention en distanciel, donc ça marche. C'est déjà quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a des réactions, autres réactions par rapport donc, à cette proposition que je viens de vous faire? Non, je dois recueillir, je crois, le vote du conseil de communauté sur cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, voilà. En distanciel, si vous voulez voter contre ou vous abstenir, vous le faites à partir de votre micro et à voix haute. Voilà, je laisse un petit temps. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Autorisation de signature du contrat avec DocaPost FAST pour la télétransmission des actes en préfecture. Bon, c'est pas vraiment un sujet qui, je le suppose, vous passionne. Je vais me dispenser de vous l'expliquer. Vous avez en détail dans la note de synthèse en quoi cela consiste. Il suffit tout simplement de m'autoriser donc à signer
ce contrat donc, à intervenir avec la société DocaPost Fast. C'est un contrat pour une durée d'1 an, à compter du 1er avril 2021, qui sera renouvelé 3 fois, sans que sa durée n'excède 4 ans. Le coût annuel forfaitaire est de 800 € hors taxe par an. C'est un coût unitaire maximum sur l'ensemble de la durée des marchés, donc de 16 000 €. La dépense, bien évidemment, est inscrite au budget. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets au vote cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté. Je vous remercie. Marché pour l'acquisition de colonnes d'apport volontaire pour le verre et le papier pour 2021 et 2022. Et je vais donner la parole au vice-président Laurent Senet qui va vous expliquer ce processus. Il est où, Laurent? Ah, il est là. Laurent, c'est à toi. Oui, merci Président, merci Alain. Donc là, c'est vraiment quelque chose de classique. Hein. C'est pour pouvoir renouveler et ajouter aux endroits où il y en a besoin des colonnes d'apport volontaire en verre et en papier. Donc je ne vais pas m'attarder. S'il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. Mais tout le monde connaît les objets cités. En effet, vous avez également le montant minimum de ce marché maximum, 120 000 € minimum, 200 000 € maximum. Voilà, c'est un marché assez classique que l'on passe quasiment chaque année. Ça suscite des questions? Pas de questions, je mets au vote cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Marché pour la fourniture et la livraison de titres restaurants. Je vais donner la parole au vice-président, Monsieur Brunel. Oui, bonsoir. Donc, c'est le marché fourniture et livraison de titres restaurants pour les agents de la communauté de communes du Grand Pixel-Loup qui arrive à échéance au 31 août 2001. Il est proposé d'autoriser le lancement d'une consultation par un accord cadre à bon de commande, par marché à bon de commande cadre. La procédure d'appel d'offres ouvert a pour une durée d'1 an, reconductible d'une année, tactile reconduction pour une durée maximum de 4 ans. Selon l'estimation de Direction Relations Ressources Humaines de la communauté de communes, le montant prévisionnel annuel de ce service à venir est de 100 000 € hors taxe minimum et 300 000 maximum, soit 400 000 minimum et 1,2 million maximum pour une durée de 4 ans en cas de reconduction. Donc c'est pas un dispositif nouveau, Le ticket restaurant est un dispositif qui existe dans notre collectivité depuis fort longtemps maintenant. Il y a eu récemment une question d'ailleurs qui a été présentée, Monsieur le Vice-président, nous étions ensemble par les représentants du personnel sur la manière d'indexer, je dirais, la valeur faciale de ces tickets restaurants, de manière à ce qu'on reste toujours dans dans le niveau qui est nécessaire. Et on aura l'occasion en tous les cas de vous en parler prochainement, des décisions qui seront prises concernant cette indexation. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lancer le marché sur cette consultation, sur ces enveloppes qui vous ont été précisées par le vice-président. Est-ce que ça suscite des questions? Interrogations non plus. Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Finance, fixation des taux des taxes directes locales. Je propose au vice-président Pierre-Antoine de vous donner les conclusions du travail fait par la commission sur ces taxes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc on se propose de se prononcer sur les taxes locales, donc la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti et les cotisations foncières des entreprises. Bon, la taxe d'habitation, vous savez qu'elle a été supprimée, il ne reste que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Globalement, ça fait 200 000 €. Donc, il faudra se prononcer sur la taxe sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti et sur la CFE. Concernant les autres taxes transférées, que sont la cotisation sur la valeur ajoutée, la CVAE, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, télécom et électrique, les taxes sur les surfaces commerciales, la TASCOM, se voient appliquer un taux national. Donc ça on n'a pas à le voter. Par ailleurs, vous savez aussi que la Comcom se prononce sur les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la TOM, ce taux étant différencié suivant les différents zonages que l'on a mis en place. Donc la zone conteneur collectif, les zones conteneurs individuelles,
et les zones habitation isolées. Donc, je vous propose de garder les mêmes taux qu'en 2020, à savoir taxe d'habitation sur les résidences secondaires, donc à titre indicatif, puisqu'elles sont figées, gelées jusqu'en 2022, donc on n'a pas à se prononcer dessus. Donc c'est un taux de 10,69, donc on n'a pas à voter dessus, mais il est le même il va rester le même jusqu'en 2022. La taxe sur le foncier bâti, vous savez qu'on ne prélève pas de taxe sur le foncier bâti, donc c'est 0%. La taxe sur le foncier non bâti est de 3,41%. La cotisation foncière des entreprises, on est à 28,76%. Zone conteneur collectif, 11,15%. Zone conteneur individuel, 11,92%. Et les zones d'habitation isolées, 10,03%. Donc, pour information, les taux n'ont pas augmenté depuis 2011. Et donc, je l'ai dit, la taxe sur le foncier bâti ne fait pas l'objet d'un prélèvement par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Donc, on vous propose de voter donc, les mêmes taux qu'en 2020. Donc, je ne vais pas répéter les taux. Président, je vous laisse. Merci. Passer le vote. Merci Pierre d'avoir reprécisé l'ensemble de ces taxes, d'avoir également aussi précisé que ces taxes, en effet, n'ont pas fait l'objet d'augmentation depuis 2011, c'est-à-dire ça fait quand même pas mal d'années, il faut quand même le remarquer, c'est assez rare pour que ça ne soit pas précisé. Également la spécificité de notre communauté de communes avec ce taux à 0 de la taxe sur le foncier bâti, hein, qui est là aussi, je crois qu'on est 2 collectivités, me semble-t-il, hein, dans le département de l'Hérault, en termes de comité de communes ou comité d'agglomération, à ne pas lever la taxe sur le foncier bâti. Donc c'est important aussi de pouvoir le préciser. Donc voilà, la proposition qui est faite aujourd'hui, je pense qu'elle est tout à fait adaptée à la situation du moment, hein, sur le plan économique, avec cette crise qui est particulièrement difficile. Il sera encore bien temps, je dirais, dans les années à venir, de réfléchir peut-être autrement, mais pour l'instant, l'urgence est en effet de stabiliser, je dirais, ces taux, et c'est ce qu'on vous propose ce soir. Avez-vous des commentaires, des précisions à obtenir ou autres? Rien concernant en distanciel, non plus dans la salle. Donc je mets à votre vote cette proposition donc de conserver les taux existants pour l'année 2021. S'il y a des votes contre, des abstentions, c'est voté. Je vous remercie. Point suivant, c'est la fixation des durées d'amortissement des biens relatifs au budget régi par la nomenclature budgétaire et comptable M57. C'est pas très glamour tout ça. Pierre? Donc nous sommes passés en 2021, vous le savez, au budget M57. Et la nomenclature M57 a été modifiée en 2021, notamment en ce qui concerne les biens historiques et culturels. Donc on vous propose de valider ces nouvelles durées d'amortissement dans le tableau qui est joint. Moi, je n'ai pas plus de commentaires à vous faire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, je pense que tout ça a été travaillé forcément par les services sous le contrôle du directeur général adjoint en charge des finances. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance, je dirais, sur ces propositions qui sont faites, qui ont été bien évidemment vues, Pierre, en commission des finances. Donc, vous en êtes d'accord, je vous propose que l'on adopte donc ces durées d'amortissement telles qu'elles nous ont été proposées dans le tableau qui défile devant vous actuellement et que vous avez aussi dans votre note de synthèse. Est-ce qu'il y a des réactions? Non, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Bon, c'est voté, je vous remercie. Les admissions de titres en non-valeur, on en a malheureusement toujours un petit peu, encore que les montants sont très faibles, mais je te laisse les présenter, Pierre. C'est effectivement de faibles montants. Donc, M. Nicolas Mérou, trésorier des Mattel, nous a fait parvenir des états de taxes de produits irrécouvrables pour un montant total de 2 705,91 €. Donc, ces titres, ça concerne le budget principal, donc 2 632,49 €, et le budget annexe au potable pour un petit montant de 73,42 €. Donc tout a été fait par le trésorier pour recouvrer ces sommes-là. Malheureusement,
il n'a pas pu le faire et on vous propose donc de décider l'allocation en non-valeur des titres présentés dont le montant s'élève au total de 2705,91 €. Donc évidemment, tous ces montants sont inférieurs au déclenchement de procédure. Merci Pierre. Bon, ces montants font rêver presque parce que je crois qu'on est tous plus ou moins en contact avec ces montants de non-valeur et ils sont souvent dans les communes bien plus importants au ratio, en tous les cas, nombre d'habitants. Je pense que ce montant est tout à fait minime, je dirais, par rapport à notre collectivité. Donc je vous propose bien évidemment de décider donc de mettre en allocation de non-valeur donc ces différents titres qui ont été présentés pour un montant de 2705,91 €. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Point suivant, l'attribution des fonds de concours 2021, donc suite. Je donne la parole à Françoise Materon qui va vous donner le détail des nouveaux programmes que vous propose ce soir à votre délibération. Je ne vais pas vous donner le détail, non, je crois pas. Ce que je vais vous dire, c'est voilà, on a voté le nouveau règlement, donc il y avait un certain nombre de fonds de concours qui n'avaient pas pu être attribués sur l'ancien règlement et qui maintenant sont éligibles au nouveau règlement. Donc c'est la deuxième fournée des fonds de concours pour l'année 2021 et la dernière. Donc voilà le montant total des fonds de concours pour 2021 de cette deuxième fournée. Vous avez différents montants et je vous demande de les valider tous, puisqu'ils ont été présentés à la commission du 2 février et qu'ils ont tous reçu un avis favorable. Merci Françoise, c'est bien évidemment à destination des communes, donc c'est plutôt bien. Et je le rappelle, c'est de l'investissement et cette somme que vous voyez, ces sommes que vous voyez ici affectées, forcément, vous pouvez considérer que c'est au moins à multiplier par 3. C'est le minimum en tous les cas d'investissement qui est généré sur le territoire, donc c'est plutôt de bon augure. Avez-vous des questions? Je suppose que pas. Si, j'ai une remarque. Alain, j'ai Éric Riguet de Murles. Murles est une petite commune. Sans ces fonds de concours, nous ne pourrions pas mettre en place tous les projets que nous avons localement. Donc, je tiens aussi à préciser tous mes remerciements pour cette attribution. Merci Eric, merci bien évidemment à la vice-présidente et au travail qui a été fait aussi par les services. Vous l'avez compris, ces fonds de concours, on le sait, apportent une aide précieuse à toutes les communes. Et ce soir, j'ai envie de rendre hommage aux communes les plus importantes de notre territoire, qui pour elles, ces 30 000 € sont vraiment, je dirais, un fétu de paille par rapport à ce que peut apporter 30 000 € dans les communes les plus petites. Et là, ici, la démonstration de la solidarité communautaire que j'ai grand plaisir à souligner ce soir. Donc merci à toutes les communes plus importantes de notre territoire qui aident les communes les plus faibles et les plus petites. Et vas-y, on peut parler quand même. Hein. Allez, vas-y. Ah voilà, c'est bon, c'est libéré. Oui, merci en effet aux grandes communes qui sont limitées, elles, vraiment en pourcentage. Mais je pense que ce sont des investissements qui sont structurels sur l'ensemble du territoire. Et si elles possèdent une population plus importante, cette population a le plaisir de retrouver ces investissements sur l'ensemble du territoire. Donc en effet, je pense que malgré tout, c'est de l'infrastructure qu'elles offrent à l'ensemble de leurs habitants. Donc il faut le dire, c'est pas égoïstement de l'investissement que pour les petites communes, c'est partagé par tout le monde. Très bien. Ceci étant dit, je propose donc cette liste des fonds de concours qui puisse être donc inscrits. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition de liste?
Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Création et élection des membres de la commission locale d'évaluation des charges transférées. C'est la fameuse CLECT. Comme vous savez, cette commission donc est créée par le conseil de communauté qui détermine à la fois la composition à la majorité des 2/3. Je vous propose la liste suivante donc pour cette CLECT qui se rassemblera que si nécessaire, bien évidemment. Alors, je propose pour la commune d'Assas, vous l'avez toute la liste là? Oui. Oh, je vais pas vous lire tout. Alors, vous les avez, pardon, parce que j'avais que l'autre page, j'ai dit bon, ça va peut-être être fait, mais non, en fait, il y en a beaucoup. Bon, tout le monde a donné. L'essentiel, c'est que tout le monde ait donné le nom du titulaire et le nom du suppléant. Donc, c'est la liste que je vous soumets. On doit vous la soumettre à délibération. Mais demeurant, je pense qu'il n'y a personne ne peut contester, je dirais, cette liste proposée. Donc, je vous propose tout simplement de la valider et de permettre à cette CLECT donc de se rassembler et de se réunir si besoin, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Je passe aux ressources humaines avec la modification du tableau des effectifs et je rends la parole au vice-président, M. Brunel. Voilà, c'est bon. Donc, sont créés un poste non permanent et 7 postes permanents. Le poste permanent est un poste de conseiller numérique rattaché à France Service dans le cadre d'un emploi d'adjoint administratif territoriaux à temps complet pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023. Pour les postes permanents, 2 postes dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux à temps complet. Un pour l'entretien du nouveau gymnase au Mattel à base nature. Un autre pour le service d'assainissement. Pérenniser l'apprentissage qui a fini son année d'apprentissage au sein de ce même service. C'est un jeune qui est déjà chez nous. 2 postes de rédacteurs territoriaux à temps complet. Pour 2 agents actuellement appartenant à la filière animation. En tant qu'animateur, et il est souhaitable de changer la filière car leur nouveau poste correspond à un profil d'administrateur et non d'animation. 3 postes d'adjoints techniques principaux, 2e classe. Suite à la réussite à l'examen professionnel de 3 agents du CTI, actuellement adjoints techniques, ils seront renommés sur leur nouveau grade dès le mois prochain. Très bien, merci pour ces explications. Est-ce que ça suscite des questionnements de la part des élus présents ou en distanciel? Non. Donc, je vous propose d'approuver donc la modification du tableau des effectifs tel qu'il a été présenté. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Enfance et jeunesse, délégation de services publics petite enfance, notamment sur les pénalités d'occupation 2020. Et je laisse la parole à Françoise Gallas, la vice-présidente, qui va vous expliquer pourquoi. Pardon. Et voilà, c'était occupé. Bonsoir. Alors, comme vous le savez, la communauté de communes a une délégation de services publics sur les crèches intercommunales, donc qui est confiée à la Mutualité Française Grand Sud. Le contrat de délégation de services publics intègre des objectifs d'occupation pour les 5 crèches qui sont basés sur la capacité d'accueil et le nombre d'heures facturées. L'objectif du taux d'occupation a été, sur proposition du délégataire, s'élève donc à 82,5%. Et le délégataire est redevable d'une pénalité d'un montant de 5 000 € par tranche de chaque point de taux d'occupation sur les heures facturées non atteintes. Alors, l'objectif engage le délégataire à obtenir une occupation maximale des crèches. En fait, on veut répondre au maximum aux besoins des familles. Alors, en 2019, ce taux était de 80%, donc il y avait eu des pénalités de 12 500 € versés à la communauté de communes. On peut se douter que le bilan de l'année 2020 n'est pas très représentatif d'une année normale. Donc, la
ce secteur-là s'est adapté à la crise. Ils ont fermé en totalité, puis partiellement. Enfin, ils ont rouvert avec des contraintes d'ouverture, les protocoles sanitaires, moins d'accueil. Donc, l'application du taux de pénalité réel aurait été très très pénalisant pour la structure. Enfin, en tout cas pour la mutuelle. Donc, le taux d'occupation, en fait, on l'a calculé un petit peu différemment cette année. On a considéré que on a pris le premier trimestre de 2020. On a vu qu'il était à peu près équivalent à celui de 2019, et on a donc considéré qu'on prenait les chiffres, qu'on reportait en fait les chiffres de 2019 pour appliquer les pénalités à la mutualité française. Voilà, donc compte tenu de tous ces éléments et de la situation exceptionnelle, on propose au Conseil d'appliquer une pénalité identique à l'année 2019, qui est plus représentative en fait de l'activité des structures. Alors, on note également que la contribution annuelle versée aux délégataires et intégrée dans le contrat de délégation de service public avec la mutualité française Grand Sud n'a en rien été modifiée. Voilà, c'est le service accompli par la mutualité est vraiment bien, enfin intéressant. On a commencé là les nouvelles attributions. Ils cherchent effectivement à attribuer des places au maximum pour le plus de familles possible sur le Pic Saint-Loup. Et bon, évidemment, il va tâcher cette année d'avoir des taux d'occupation supérieurs à 82,5%. On lui souhaite de l'obtenir. Parfait, Françoise. Merci beaucoup pour ces explications et ces précisions apportées donc à l'application de cette pénalité, donc à hauteur de 12 500 €, qui correspond donc à un taux, vous l'avez compris, d'occupation de 80%. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces explications? Des interventions? Non. Je passe au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Point suivant, renouvellement de la convention service civique au sein de la communauté de communes, et je vais donner la parole à la vice-présidente Michèle Lernoux qui va nous expliquer tout ça. Bonsoir. Donc, comme tu l'as dit, il s'agit de renouveler la convention de service civique. Alors, la communauté de communes a la possibilité de faire intervenir des volontaires dans tous les domaines. Et là, le service jeunesse propose une mission qui est celle de la protection de l'environnement. Ça sera une mission qui aura lieu d'avril jusqu'à septembre. Voilà. Je peux vous dire quelles sont les missions. Accompagner le déploiement de l'opération Abri à Chauve-souris auprès des agriculteurs, sensibiliser le public aux enjeux environnementaux sur le terrain, animer des activités pédagogiques tout public, réaliser éventuellement des supports de communication, etc. Voilà. Très bien. Ça permet de relancer un petit peu ce dispositif des services civiques qui, j'ai l'impression, a tendance un petit peu à s'essouffler. En tous les cas, c'est un petit peu le sentiment que nous en avons. C'est parti un petit peu en flèche et puis ça s'est un peu perdu, là, je trouve, ces derniers temps. Donc, c'est quand même pour ces jeunes la possibilité de pouvoir acquérir aussi une expérience professionnelle qui doit les accompagner aussi et les aider à se relancer dans une vie professionnelle. Donc, c'est plutôt assez bénéfique. Donc, on vous propose de relancer ce dispositif de service civique. En sachant que c'est que 28 heures, c'est 28 heures hebdomadaires, mais c'est que 100 € par mois, quoi. Oui, c'est pas que ça nous coûte cher. Voilà. C'est vraiment pour aider, vraiment pour aider les jeunes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette proposition? Pas de questions. Je mets au vote donc pour me permettre donc d'engager et de signer tout ce qui est nécessaire donc à l'accueil de ce jeune service civique. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Une abstention. Tu peux l'expliquer maintenant si tu veux. Tu peux nous l'expliquer. Il faut que tu prennes ton micro, genre, sinon il n'y aura que nous qui allons entendre, une fois sur le côté et une fois devant après. Voilà, je l'en ai. Dis-moi, j'en ai déjà assez chez nous qui rentrent dans les propriétés privées. Et pour me casser les couilles avec les chauves-souris, les hannetons
les machins et tout. Bien sûr que je faisais partie, moi, de Natura 2000. Je suis pour l'environnement. Je ne suis pas dans la politique de l'écologie. Il faut qu'on soit clair, net, précis. On n'est pas les Indiens du Pixel-Lou à qui on vient jeter des cacahuètes et qu'on vient dans tous les trous de pierre voir si j'ai des serpents, ça, des lézards bosselés. Bien sûr que nous en avons. Nous connaissons tout ce que nous avons. Mais il faut arrêter de nous envoyer des jeunes qui rentrent partout, où ils n'ont pas le droit. Il faut demander aux propriétaires. Et j'ai déjà eu des réclamations. Ce sont des jeunes qui faisaient leur service civique, tu penses? Eh oui, il fait... non, je pense que tu n'en es pas sûr. Mais ils sont pas foutus de me dire exactement, tu comprends? Mais ils sont pour l'environnement. Mais nous aussi. Mais on est tous pour l'environnement. Mais je pense que ce sont pas ces jeunes-là qui rentrent comme ceci, parce que ces jeunes-là, ils ont c'est le service oui, mais je suis de la communauté de communes qui les pilote, donc ça m'étonnerait que ce soit si ça se règle bien avec les propriétaires. Oui. Non. Alors, franchement, je ne pense pas que ce soit ces jeunes-là qui se permettent de faire des choses semblables. Voilà. Attends, je coupe. Oui, non, c'est bon, Jean, tu peux. Vas-y. Non, j'y arriverai, t'inquiète. Je te tourne le dos, hein, c'est pas poli, excuse-moi. Bon, ça roule. Oui, j'ai pas peur. T'inquiète pas. Non, mais même jusqu'à demain, t'inquiète pas non plus. Je saurais me retourner. Moi, je vais pas venir, non? Mais non, mais et la communauté. Oui. Oui, voilà. Après, la collectivité recense certaines choses sur l'environnement, mais elle rentre pas dans les propriétés privées. Elle le fait en accord avec le conseil communautaire et les maires. Donc tout ce que la communauté de communes fait sur nos territoires, on en est tous informés. Donc si la communauté de communes t'a envoyé des agents, il te l'aurait dit s'ils venaient de la communauté de communes. Voilà. Non. Alors peut-être les propriétaires, si un. Bah, écoute, si un propriétaire laisse rentrer quelqu'un qui fait une enquête nature, eh ben tu nous l'amèneras, celui qui a pas voulu laisser rentrer, puis il nous le dira. Moi, pour l'instant, j'ai pas de compte rendu sur des propriétés privées qui ont été violées. Alors vas-y, lequel, Jean? Donc ça, c'est une propriété privée? Et c'est qui est rentré? Mais c'est qui les mecs? Mais oui, mais c'est qui les mecs? Jean, tu nous dis les noms des gens qui sont rentrés. Non, Allez, je pense bolcheviques. Allez, on va clore le sujet parce qu'on va pas s'en sortir. Donc il y a une abstention, un vote contre. C'est un vote contre ou une abstention? Une abstention. Très bien. Merci Michel pour cette présentation. Environnement. Demande de subvention pour Natura 2000 pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Laurent, justement, tu peux y aller. On parle d'environnement. Ça tombe bien, hein, vous avez vu l'enchaînement. Hein. Ça va, s'il est toujours là, c'est le président, c'est Philippe. Moi, je fais juste voter les subventions là. Donc ça devrait pas poser de problème. Mais Jean, tu peux t'abstenir et même voter contre. Hein. Il n'y a pas de souci. Natura. Je peux faire une petite intervention? Écoute, déjà c'est bien que tu le dises, mais si tu pouvais donner les noms, ça serait plus facile. Laurent, s'il te plaît, tu vas au sujet et tu nous exposes Natura 2000. D'accord? Vous réglerez vos histoires après. Mais j'en ai pas d'histoire, mais par contre, je l'ai réglé, oui, je te le dis. On est en séance de conseil, je veux qu'on traite les sujets les uns après les autres et qu'on s'écarte pas. Je laisserai la parole à Philippe Outrebepuich. Donc Philippe nous parlera mieux de Natura 2000, en effet, et vous avez tous les sommes et le fait qu'en effet, pour la collectivité, c'est pris en charge et que je pense
que c'est quelque chose qui aura été efficace sur le territoire, à la fois pour les agriculteurs et pour avoir justement une action qui soit concertée. Philippe, à toi. Philippe, nous t'écoutons. Alors, deux trois informations. C'est vrai que sans vouloir prolonger le débat de tout à l'heure, Natura 2000 c'est une chose, mais c'est vrai que l'envahissement par un certain nombre de visiteurs inciviques est un problème. Bon, on en parle assez souvent avec Projet de Brigade. C'est un problème important partout d'ailleurs dans le département. Hein, c'est vrai dans le Carroux, c'est vrai ailleurs. Sur Natura 2000, alors les deux sites viennent de se reconstituer, si vous voulez, sur le plan formel, administratif, institutionnel. Donc, c'est la vallée de l'Hérault qui gère le site des Gorges, hein, et c'est bon, ça c'est une répartition ancienne et qui n'a jamais été remise en cause, et c'est notre communauté qui gère les les Gorges directives Habitat, hein, et nous, on gère les Hauts-de-Garrigues du Montpellier, le plus grand site de la région, qui est une directive oiseau. Je peux attester, et d'autres collègues pourront aussi le dire, que justement, Natura 2000, qui contrairement aux sites classés par exemple, hein, qui présentent des contraintes, Natura 2000 c'est au contraire la théorie du contrat. Et je peux attester que depuis, notamment 2013, qu'on gère les Hauts-de-Garrigues du Montpellier, on a pu, je parle des autres, hein, pas de moi, faire des choses intelligentes et travailler sur le terrain avec tous les acteurs qui soient. Évidemment, les premiers sont les agriculteurs, les élus locaux, les chasseurs, les pêcheurs. Et quand je vois, notamment avec notre ami Contreras, ce qu'on a réussi à faire hein, sur certains sites de la communauté, au profit, il y en a à qui ça doit faire écho, au profit notamment des éleveurs, eh ben, je peux vous assurer qu'on est bien loin des excommunications majeures qui sont prononcées dans les sites de réseaux sociaux, etc., où on s'empaille. C'est du travail de terrain, concret, pragmatique, et comme le dit Laurent, qui permet, avec beaucoup de difficultés, parce que c'est les crédits européens, et hier encore avec la présidente de région, on évoquait cette question, et le moment venu, je vous dirai ce qu'elle a proposé, mais avec beaucoup de difficultés quand il s'agit de crédits européens, mais qui permet quand même, sans beaucoup de bruit, de faire tomber un peu de monnaie sonnante et trébuchante pour des projets justement qui permettent à la fois aux agriculteurs de renforcer leurs revenus et tout en travaillant pour l'environnement. C'est vraiment quelque chose de bien compris. Je vous invite tous ceux qui pourront à participer à ça. Alors, pour sourire un peu maintenant, il y a 10 ans, dans cette salle, Monsieur Latron, le secrétaire général de la préfecture, nous a dit « Banco, d'accord, vous avez raison, sur le site Natura 2000, il est impératif qu'on n'exclue pas le terrain militaire, hein, le fort, etc., que vous connaissez bien, parce que effectivement, les oiseaux ne connaissent pas la frontière entre les terrains civils et les terrains militaires, et ils vont se nourrir un peu partout. Donc ça, c'était jour pour jour, il y a 10 ans. J'ai le plaisir de vous dire qu'il y a 15 jours, nous avons reçu une lettre de Madame Parly, ministre de la Défense, nous adressant l'arrêté donc d'intégration des terrains militaires dans le... Alors, bon, c'est plus grave pour la vaccination, les retards, mais là, 10 ans pour intégrer les terrains militaires dans le site Natura 2000. Voilà, c'est une petite, petite notation un peu, j'allais dire humoristique malheureusement, parce que la bureaucratie a de beaux jours devant elle. Merci Philippe de cette précision sur ce dispositif que nous connaissons bien et sur l'intérêt aujourd'hui de continuer et de poursuivre l'action Natura 2000. Ce soir, je mets à votre vote la proposition du budget qui, vous l'avez compris, est équilibré de dépenses et en recettes avec des financements de l'État et de l'Europe qui permettent de financer donc l'animation de Natura 2000 pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021. Est-ce que vous avez d'autres questions, interventions? Je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Développement économique, appui au développement économique du territoire avec une subvention pour le cofinancement leader
projet de coopération, notamment avec Twinning Village, qui est un échange de nouvelles pratiques de coopération au territoire rural, avec l'association Bouillon Cube. Et je vais laisser le vice-président Antoine Martinez vous en donner les contours. Oui, merci Président, bonsoir à tous. Oui, vous savez que la communauté donc avait dédié une enveloppe financière donc, pour aider le secteur privé à mobiliser des fonds leaders, européens bien sûr. Donc je vous propose aujourd'hui, donc comme vient de le dire le Président, de soutenir ce projet donc, de coopération, donc d'échange de nouvelles pratiques avec l'association Bouillon Cube. Je ne vais pas vous rappeler ici les dépenses, juste le montant qui est de 25 608,93 €. Vous dire qu'effectivement le comité technique et le comité de programmation du GAL a validé ce projet et le montage financier. Le département de l'Hérault a aussi attribué donc une subvention de 2 500 €. Et donc vous proposez donc que la communauté participe à une hauteur de 2 500 € aussi. Donc vous voyez que ces aides publiques représentent 97,62%. En tous les cas, on ne peut que se réjouir pour cette association qui, sur le territoire, fait un travail, je dirais, de haute qualité. Donc je vous demande tout simplement d'octroyer cette subvention. Et vous rappelez que cette aide est inscrite au budget. Merci Antoine. Des questionnements sur cette proposition d'accompagnement? Non. Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Agriculture, convention cadre de partenariat tripartite, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup avec l'Office du tourisme et la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Et je laisse la parole au vice-président Laurent Senet. Ah pardon, j'ai loupé le point 8 machin, excusez-moi, oui. Hop. C'est que c'était rajouté, c'est pour ça. Je te donne la parole après Laurent, hein. J'ai manqué le point 8.2, hein, qui est la demande de subvention à la région Occitanie au titre de l'appel à projet de labellisation tiers-lieu Occitanie. Monsieur le vice-président Antoine Martinez va vous présenter. Oui, donc comme vous le savez tous, vous avez dû recevoir, je vous avais adressé un mail à toutes les communes puisque nous aurons une réunion avec l'ensemble des associations. Déjà, quelques-unes ont déjà répondu. Donc le 2... Parle bien fort, t'entends pas. Est-ce que vous m'entendez là? Je parlais pas dans le micro, excusez-moi. Donc le 2, on aura ici une réunion avec toutes les associations. Donc c'était juste un petit rappel, mais vous savez que la communauté souhaite répondre aux besoins effectivement des entreprises et de leurs salariés par la création de tiers-lieux. Là aujourd'hui, en l'occurrence, ça serait un tiers-lieu qu'on proposerait sur le site Pic Natura, qui est en face l'office de tourisme et à côté du futur restaurant. Une superficie de 112 mètres carrés et qui a pour but bien sûr de développer les activités de proximité en diminuant, comme vous l'avez bien compris, les déplacements pendulaires vers Montpellier. Et il faut que pour que l'on puisse bénéficier donc de cette aide, il faut qu'on délibère puisque auprès donc de la région Occitanie, puisque ça se clôture le 15 avril, vous voyez que c'est assez rapide. Et donc, juste vous rappeler que dans cette délibération, on va demander des subventions et que on peut être aidé jusqu'à 25% pour les dépenses d'aménagement et jusqu'à 50% pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement. On a essayé de déterminer un montant prévisionnel de travaux et équipements qui serait de l'ordre de 110 000 €. Voilà, donc je vous propose effectivement de solliciter la subvention auprès de la région Occitanie. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Merci Antoine pour des précisions, bien sûr, si vous en voulez. Bon, vous avez, je crois, on est tous aujourd'hui convaincus et persuadés de l'intérêt de créer ce type de structure sur notre territoire. Je remercie d'ailleurs ici les communes, les maires aussi qui ont, je dirais, un certain nombre de projets qui sont bien évidemment en cours. L'objectif évidemment c'est d'avoir un maillage suffisant pour pouvoir au maximum accueillir dans ces tiers-lieux et ça permettra en effet de contribuer, de participer à toutes ces problématiques, notamment en cette période Covid particulière, donc
Ces structures seront bien évidemment les bienvenues, mais aussi sur les évolutions de demain en matière de façon de travailler. Et je pense que ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, et notamment aussi pour améliorer toutes les questions en lien avec les mobilités, puisque ce sont aussi forcément des personnes qui ne transitent plus, je dirais, vers les grandes villes. Donc si on arrive à avoir un maillage suffisant, ça peut être aussi efficace à ce niveau-là. Donc on vous propose de transformer sur des bâtiments qui existent, qui sont déjà existants, qui sont sur le site, mais qui nécessitent tout simplement une adaptation, une rénovation pour pouvoir être intégrés, je dirais, dans l'ensemble du dispositif de la base nature que vous connaissez bien évidemment sur l'ancien site de l'UCPA. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets au vote donc pour... Oui, monsieur le Président, Daniel Floutard, une question. Oui, Daniel, comment l'écoutons? Vous nous avez envoyé donc un courrier nous demandant si dans les communes on avait des propositions pour des tiers-lieux. Donc on a déjà répondu, je pense ceux qui en ont. Comment se positionnent les communes par rapport à ce recensement de la communauté de communes, en sachant que ce ne sont pas des lieux qui sont proposés par les communes dans leurs bâtiments, ça peut être des lieux proposés par des privés ou des associations. Je crois que l'intérêt, ça sera faire la transparence, je dirais, de l'ensemble des initiatives, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient communales. L'intérêt, c'est de faire savoir que notre territoire engage ce type de démarche et de créer le plus de lieux possible. C'est l'objectif qu'on soit à se donner, il me semble. Monsieur le vice-président, s'il veut compléter. Oui, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, effectivement, vous avez reçu par mail, je crois, ou par courrier, je me souviens plus, mais je crois que c'est par courrier. Déjà, 7 ou 8 communes ont répondu. On fera ici le 2 avril prochain une réunion ici. Bon, je pense que il va y avoir une dizaine d'associations qui vont être ici. Le but, c'est lequel? Le but, c'est de recenser et, en tous les cas, créer du réseau entre elles. Vous avez bien compris, c'est une première qui était demandée. Puisqu'il y a, comme l'a dit effectivement le président, déjà des communes qui ont déjà commencé, c'est Gélie qui est à côté de moi, je crois, où tu vas, tu es en train, Saint-Mathieu, pour pas les citer aussi, donc il y a pas mal de communes aussi, donc le but c'est que tous ces acteurs-là, on puisse les mettre autour d'une table et de pouvoir avancer. Ce sera le but de cette première réunion. Ok. Merci Daniel. D'autres interventions? Non, je vais au vote donc cette proposition pour m'autoriser à demander les subventions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. J'arrive donc au point 9, agriculture, avec la convention 4 de partenariat tripartite, comité de communes Grand Pic Saint-Loup, office du tourisme et la chambre d'agriculture. Laurent Senès. Oui, merci Président. Donc là, il s'agit d'un renouvellement. Sur la précédente mandature, il y avait eu, pareil, une convention de partenariat signée avec la Chambre d'agriculture. Cette fois, je voudrais remercier Laurence et l'EPIC, l'Office du tourisme, qui est venu dans le cadre de l'onotourisme. Je pense qu'il était important de pouvoir mobiliser toutes nos compétences autour de ça. Vous avez les grands axes, donc une agriculture dynamisant son territoire, une agriculture durable et garante de la biodiversité, une agriculture actrice de l'aménagement du territoire du Grand Pic Saint-Loup et une occupation agricole de l'espace maintenu. Donc voilà, je pense que c'est... Alors après, là-dedans, on vient à chaque fois y développer précisément certains points tout au long de la mandature et en fonction des projets qui se font jour. Voilà, s'il y a des questions, c'est avec plaisir. Voilà, tu peux mettre au vote. Oui, je pense que je peux mettre au vote en effet le renouvellement de cette convention qu'on a établie avec la Chambre d'agriculture, comme on l'a fait d'ailleurs avec d'autres chambres. L'objectif, c'est bien évidemment aussi, c'est de consolider avec l'ensemble des partenaires du territoire des conventions pour tout simplement définir les contours de cette relation que nous avons avec eux et qui nous permettent de régler bon nombre de petits détails et de gros problèmes. Vous avez des questions?
Pas de questions. Je mets au vote cette proposition pour renouvellement de la convention, donc cadre tripartite pour 2021-2025. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Je redonne la parole au vice-président Laurent Senet pour la charte internationale des paysages viticoles. Donc il y a un petit moment qu'on n'en a pas parlé de cette fameuse charte des paysages viticoles, Laurent. Oui, donc, bah, je te laisse. merci Alain. C'était là justement, c'est un peu l'occasion de lui donner un deuxième souffle avec une phase opérationnelle qui, en accord avec le CAUE et l'école d'architecture de Montpellier, vont pouvoir accompagner sur notre territoire justement tout un tas d'intégration paysager ou de vente au domaine, d'amélioration de ce qui sont les abords, et on l'a voté juste avant avec la Chambre, mais aussi l'Office de tourisme, et donc le no-tourisme est quand même quelque chose qui est important pour notre territoire, et donc là ça va être de pouvoir soutenir précisément des opérations et des dossiers liés à on peut dire l'intégration paysagère, et puis dans certains endroits l'embellissement. S'il y a des questions, pareil, c'est avec plaisir. On revient sur les fondamentaux, on va dire, de la charte telle qu'elle a été constituée, dans laquelle on s'est engagé, et bien évidemment il faut poursuivre ce travail qui a été commencé et qui doit évidemment se. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Pas de questions. Je mets au vote cette proposition, donc le projet de partenariat donc entre la communauté de communes, l'ANSAM et le CAUE de l'Hérault. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Ensuite, c'est une convention de partenariat triannuel 2021-2023 pour la mise en place d'un outil de prévision de risques météorologiques en agriculture qui a été travaillé avec la Chambre d'agriculture. Oui, Chambre d'agriculture, le département, enfin, il y a tous les cofinanceurs sont autour de la table, et on a été sollicité. En effet, on a tous vu que certains phénomènes météorologiques pouvaient être violents et avoir des conséquences assez négatives. Alors bien sûr, on connaît tous ici les phénomènes Sevenol, donc on est habitué à l'outil Predict au travers du suivi des phénomènes violents sur la pluviométrie. Mais il s'est avéré il y a 2 ans que le coup de chaud qui est arrivé juste avant l'été a fait des gros dégâts, même tué certaines vignes. Donc là, ça serait de pouvoir justement anticiper ces vagues de chaleur afin de permettre aux agriculteurs de traiter à bon escient pour éviter justement beaucoup d'agriculteurs sont passés en bio, par exemple, c'est tout bête, mais donc là il y a beaucoup d'utilisation de soufre, et si on souffre juste avant un phénomène de grosse chaleur, c'est la catastrophe, on tue. Alors on perd la récolte, mais on peut aller jusqu'à tuer la vigne. Donc après ça. Je pense que nous, on sera aussi, on va suivre on aura aussi les prévisions. Est-ce qu'elles auront je pense qu'elles auront une utilité pour nous. Alors, on le sait, quand il fait chaud, on le sent dehors, et puis voilà, mais de le savoir un peu à l'avance, ça pourra peut-être aussi avoir une incidence en tant que collectivité pour avoir ces informations et pouvoir faire de la prévention, peut-être auprès de certaines personnes, des crèches, enfin de tout ça. Donc, on sera aussi dans la boucle. Là, il s'agit d'un projet qui est dimensionné à 250 000 euros, et nous, notre participation est à 10 000 euros sur les 3 ans. Donc, je vous laisse faire la division. Voilà, 3 300 et quelques euros par an. S'il y a des questions, c'est avec plaisir. Voilà, donc c'est un peu aussi de montrer, je dirais, notre solidarité, je dirais, au monde agricole, notamment aux viticulteurs. C'est vrai que cette année, avec ce coup de chaleur, a été tragique pour certains, qui malheureusement avaient la veille soufflé les vignes sans pressentir cette vague de chaleur excessive. Il y a un espion. Il doit y avoir des micros ouverts, peut-être en distanciel. Vérifiez bien. Ah, quelqu'un a fermé son micro.
Et donc, on a jugé que, en effet, c'était opportun et la Chambre d'agriculture est venue nous présenter le dispositif. Vous avez vu, il y a de nombreux partenaires, notre contribution est quand même très maigre, et pour autant, ça montre aussi notre solidarité envers le monde agricole et de trouver toutes les solutions possibles. Et tu l'as dit aussi, Laurent, ça pourrait aussi nous être utile, puisque une canicule ou une forte chaleur, c'est aussi pour nous des conséquences qui peuvent être aussi importantes et dramatiques envers notamment nos aînés. On le sait dans ce cas-là, on a aussi des précautions à prendre. Et je pense qu'on peut compter sur le travail et le service rempli par la société Prédict, qui est quand même aujourd'hui un véritable outil de prévention pour nous. Et moi, je l'utilise et j'en suis vraiment très très content. On a demandé en effet que la collectivité, donc et les maires seront informés si jamais vous voyez arriver à l'avance un vrai coup de chaud avec les voilà. Ouais, sur le risque incendie aussi, sur la protection des personnes âgées, sur l'agriculture. Enfin, ça servira aussi, je pense, à bien des égards. Je pense qu'en effet, on peut le mettre dans la prévention du risque incendie. Hein. C'est vraiment quelque chose qui pourra être un moyen de prévention. Très bien. Voilà pour les explications. Avez-vous des besoins de compléments d'information ou commentaires? Non, je mets au vote cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Aménagement du territoire, une garantie d'emprunt pour l'opération Terra Rossa sur la commune de Saint-Clotilde-du-Fès. Je vais laisser le président Issam Al-Malak vous en donner les grandes lignes, mais vous en avez maintenant l'habitude, hein, mais on va vous donner le détail de l'ensemble de cette opération. Oui, effectivement, c'est chaque fois qu'il y a une opération de ce type-là, il y a une demande de garantie d'emprunt. Et là, c'est une opération sur la commune de Saint-Gély. Michel pourra intervenir pour rectifier si quelques erreurs de ma part. Donc, c'est une opération pour Terra Rossa de 30 logements pour effectivement avec 21 de type 2, 7 de type 3, 1 de type T4 et 1 de type T5. Donc, une garantie d'emprunt de 75%, comme chaque fois, pour un montant total de 3 21 112 euros. Voilà. Donc, demande effectivement de donner l'accord pour cette garantie d'emprunt. Voilà. Sachant que cette garantie d'emprunt nous permet aussi d'obtenir, n'est-ce pas Michel, aussi la possibilité de proposer des logements pour les salariés de notre comité de communes. Donc je sais que Michel aime de le préciser, donc je le fais à ta place Michel ce soir. Mais c'est important quand même de le rappeler ici. Et voilà, donc je vous propose donc cette délibération permettant donc cette garantie d'emprunt à hauteur de 75% du montant total des prêts. Voilà, les logements, Michel nous indique que les logements seront livrés d'ici une quinzaine de jours, qu'ils ont pu être visités et que, vous avez vu, il y a beaucoup de T2, donc ça s'adresse à un public jeune. Ils pourront prendre possession de leur logement jeune ou retraité. Oui, tu as raison. Excuse-moi, je rectifie. Merci. Des questions? Pas de questions, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Réorganisation de la compétence mobilité initiée par la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM. Je vais laisser le vice-président Issam Al-Malak vous présenter les conclusions des différents travaux que nous avons eus ces derniers mois sur cette prise de compétence et puis nous pourrons bien évidemment échanger. Wissam ? Oui, permettez-moi donc de vous faire un petit rappel, effectivement, dans quel contexte il faut voter nos prises de compétences. L'État a décidé effectivement de confier aux régions la loi d'orientation de mobilité, la fameuse loi LOM. Donc, chaque région doit gérer à sa manière. C'est un choix politique par rapport, associer les collectivités par rapport à ça ou prendre l'exclusivité des compétences pour la mobilité. Il se trouve que la région d'Occitanie, le choix était effectivement de prendre l'exclusivité des compétences et bien sûr, en collaboration avec les collectivités.
Et depuis donc cette décision, nous avons été en contact permanent avec la région pour nous permettre de savoir dans quel cadre nous pouvons effectivement développer les compétences. C'est vrai que l'ensemble des communautés de communes de notre région ont voté pour la non-reprise des compétences. Donc nous, on était dans une situation un peu entre deux, pour une raison bien simple. Nous avons beaucoup travaillé sur ce dossier mobilité, puisque pour nous, c'est un dossier important. Notre territoire, je ne vais pas vous le citer, l'étendue de notre territoire, là, 85% des populations actives travaillent à l'extérieur. Et il y a, malgré quand même sur notre territoire, nous avons une richesse économique, puisqu'il y a à peu près 10 000 emplois sur notre territoire, qui sont les 2/3 sur 6 communes. Hein, donc ça demande effectivement, et depuis longtemps, notre territoire, la voiture individuelle, c'est la priorité. Pour une raison bien simple, les autres moyens de transport sont peu développés, très difficiles à développer. Donc aujourd'hui, effectivement, pour nous, ça a été de travailler sur ce dossier. Et d'ailleurs, nous l'avons intégré depuis dans le SCOT, le schéma global de déplacement, c'est une vraie réflexion sur le problème de mobilité, et nous avons travaillé, on avait mis en action beaucoup d'actions en place, et c'est pour cette raison nous avons eu des discussions assez importantes avec la région pour savoir comment on va intégrer tout ça. Alors, effectivement, d'ailleurs, nous avons reçu une lettre de la présidente de la région, Carole Delga, pour dire, oui, nous prenons les compétences, mais nous mettrons tous les moyens pour collaborer avec les collectivités. Donc, et nous avons effectivement discuté avec les élus, les services de la région, pour voir dans quelle mesure Nathalie Masraval est bien placée pour savoir. Elle a été un peu en première ligne pour discuter avec la région par rapport à tout ça. Il se trouve que nous savons très bien où on peut aller et comment on peut arriver à améliorer notre mobilité, puisque pour nous aussi, vous le savez, la diminution, la protection de l'environnement passe aussi. Nous avons un plan climat qui est adopté depuis 2020, et donc il y a la réduction de l'émission de gaz carbonique, la protection de l'environnement, c'est un sujet important pour nous et qui intègre les déplacements. Donc tous ces éléments nous avons amené effectivement à dire oui, dans ces conditions, on peut discuter avec la région sur certains types de compétences. La difficulté effectivement aujourd'hui, la région va mettre en place la structure pour gérer cette compétence sur le plan régional. La structure se met en place, des services se mettent en place, et je pense on va pouvoir travailler avec eux. Mais c'est vrai aussi, il ne faut pas se cacher, la difficulté pour la région, comme vous le savez, probablement les élections au mois de juin, peut-être vont être reportées. En tout cas, il y aura un élément difficile parce que le 1er juillet 2021, la compétence va appartenir à la région. Donc nous mettons tout en place pour collaborer avec la région par rapport à nos compétences. Et je le rappelle, si vous voulez, nous avons quand même depuis 3 ans mis en place beaucoup d'actions qui sont importantes avec des chargés de mission en plus. On a été aidé par l'État, l'ADEME, pour mettre en place toutes ces actions. Et je vous le rappelle très brièvement, l'animation du schéma global de déplacement, la réalisation d'ateliers participatifs autour du vélo, le déploiement d'une location de vélos à assistance électrique. D'ailleurs, on a mis là pour 18 mois la location à 1 euro. Et c'est un succès total qui va démarrer, puisque nous avons déjà tous les vélos réservés jusqu'au mois d'août. Donc, le financement des stationnements vélos, la promotion de l'écomobilité scolaire, l'étude sur le déploiement d'un transport à la demande,
Donc, la mise en place d'un service auto-partage, et je ne parle pas de réseau pouce, que nous avons été parmi les premiers territoires à mettre en place. C'est vrai que ça ne fonctionne pas encore de façon satisfaisante, et nous avons là aussi le besoin de collaborer avec la métropole, les autres collectivités pour améliorer ce service. Donc, tout ça pour vous dire que nous avons, en avance par rapport à ce dossier de la mobilité, et nous espérons qu'effectivement travailler d'une collaboration intelligente avec la région pour qu'on puisse aboutir. La région garantit effectivement l'aide, l'accompagnement, la continuité des actions qui sont mises en place par notre collectivité. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, ce soir, nous devons prendre une délibération pour la non-prise de la compétence de la loi mobilité, la loi LOM. Voilà. Si vous avez des questions, on peut répondre à ces questions. J'étais un peu bref, je ne veux pas développer trop parce que c'est trop long, mais je pense, j'espère que j'étais assez clair dans mes explications. Merci Hussam, je pense que tu as été très clair. En tous les cas, je pense que tu as donné et dit l'essentiel sur cette décision à prendre, qui, vous le savez, a suscité chez nous bon nombre d'interrogations, et on a d'ailleurs fait ce qu'il fallait auprès de la région pour obtenir l'ensemble des réponses sur lesquelles nous avions encore quelques hésitations. Il y a une logique globalement derrière cette compétence. Bien évidemment, un territoire qui deviendrait isolé par une prise de compétence telle que celle-là, et pas en phase avec une prise de compétence élargie à d'autres territoires, c'est finalement presque un non-sens. Vous l'avez compris, la mobilité, c'est quelque chose qui va, bien évidemment, qui dépasse largement les frontières des communautés, bien évidemment. On l'a tous bien compris. Je crois que dans tous les cas, moi je remercie ici l'investissement de la région, notamment de la vice-présidence Florence Brutus, qui est intervenue et qui nous a permis, je dirais, avec l'ensemble des services de la région, de nous apporter toutes les questions, je dirais, toutes les réponses à toutes les questions que nous nous sommes posées. Et puis il y a eu ce courrier qui a été adressé par la présidente Carole Delga, qui a fini, je dirais, de nous apporter les derniers éléments rassurants pour en effet vous proposer ce soir à votre délibération de ne pas prendre cette compétence de mobilité. Je pense que dans le département et dans la globalité de la région, il y aura très peu de territoires qui prendront cette compétence. Il n'aurait pas été logique, en tous les cas, qu'on s'inscrive dans autrement. Et je pense que l'essentiel pour nous, c'est de poursuivre tout de même les actions qui ont été déjà engagées, qui ont été rappelées par le vice-président. La mobilité, c'est un sujet qui nous préoccupe, mais on continuera d'y travailler, rassurez-vous, notamment aussi par la compétence aménagement du territoire, qui nous laisse quand même aussi, je dirais, quelques coulées franches pour pouvoir aussi dérouler un certain nombre d'actions. Voilà pour les explications, et je suis tout oui. Je vois une main levée, c'est Philippe d'Outremepuich, me semble-t-il, de loin. Philippe, je t'écoute, nous t'écoutons. D'abord, je voudrais féliciter notre ami Salah Amala qui a réussi à présenter clairement un dossier d'une complexité comme je ne l'ai jamais vu. Bon, c'est vrai que moi, pour avoir participé un peu avec à la demande d'Alain, avec d'autres collègues, et notamment avoir rencontré dans les 15 jours derniers la présidente de la région en 2 circonstances d'ailleurs. Bon, je peux vous dire que le drame de notre communauté, c'est qu'elle est presque trop démocratique. Parce que j'ai pu mesurer dans les 13 autres départements à quel point l'information sur ce dossier était peu passée, voire mal passée. Et il y a des communautés qui vont voter le 31 mars, c'est-à-dire la date limite, sur ce thème, sans jamais l'avoir abordé avant. Bon, alors on peut remercier quand même Alain, Hussam et les services d'avoir tout mis sur la table. Il y a eu des divergences, elles se sont exprimées, mais au moins aujourd'hui on en voit. Et hier encore, on était donc dans une réunion sur différents sujets de la ruralité, et Carole Delga a bien confirmé que il y aurait une déclinaison tout à fait pragmatique entre les grands enjeux que constituent le TER, la ligne Béziers-Neussargues, les aéroports, et la mobilité locale, comme l'a dit
ça, c'est-à-dire le réseau pouce, le transport à la demande, les points de covoiturage, etc. J'ai la faiblesse de penser, je vous le dis, en ayant vu tout ça, que on peut aujourd'hui s'appuyer sur quelque chose qui est essentiel dans les relations politiques et même humaines, c'est-à-dire la confiance. Je pense que Alain l'a bien dit, on est parti pratiquement d'une position belliqueuse pour arriver, grâce au rapprochement, mais dans un dossier, encore, je peux vous le dire, j'ai jamais vu un dossier aussi mal ficelé, et j'en veux beaucoup à nos législateurs d'avoir dit bon débrouillez-vous, voilà. On dit pas c'est la région, elle peut, les communautés peuvent, débrouillez-vous, vous savez, on lance un seul jouet dans la cour de récréation, débrouillez. Ça devrait. Il fallait que le législateur dise bon, la région fait ça, les communautés. Mais je peux témoigner que on est vraiment, nous, on a eu la chance de pouvoir aller jusqu'au bout de la réflexion avec la directrice générale aussi, qui nous a apporté beaucoup d'éléments techniques, financiers, etc. Voilà, donc vraiment, c'est une issue, je pense, qui est assez constructive. Excuse-moi, Alain, d'avoir été un peu long. Merci Philippe. Ce commentaire. Oui, Lionel Trosselier. Oui, moi, personnellement, je ne suis pas au courant de tout ce que vous avez pu discuter avec la région. J'ai assisté à la réunion d'information qu'avait fait Madame Masraval. Je suis assez inquiet, en fait, parce que les transports, ça reste le sujet numéro 1 et ça va le devenir de plus en plus pour les habitants de notre territoire, avec les difficultés croissantes qui vont exister dans la circulation vers Montpellier et dans Montpellier. On va avoir des distances qui vont s'allonger en temps. On sait depuis longtemps, puisqu'on y a travaillé sur le mandat précédent, que les transports, c'est quelque chose d'important. On avait mis en place le schéma directeur des déplacements. On sait à peu près ce qu'il faut faire. Et ce que je crains, c'est qu'on délègue à un exécutif lointain qui aujourd'hui est en période préélectorale, voire électorale, prêt à tout promettre, un sujet sur lequel on risque de ne pas avoir de retour positif dans ce qu'on voudrait faire et voudrait proposer à nos habitants. Voilà, donc je ne suis pas au courant de tout ce que vous avez pu discuter avec la région, c'est une évidence, mais par contre là, je suis quand même assez inquiet parce que c'était l'occasion là de montrer l'implication de la collectivité dans cette problématique, à mon sens, majeure. Parce qu'on est en train, à mon humble avis, d'avoir des transports faciles et peu chers et peu onéreux pour les habitants de la métropole. Et on va avoir des déplacements compliqués, très chers pour les habitants de notre territoire. Tu veux répondre, Sam, si tu veux, je compléterai. Je comprends parfaitement, effectivement, des craintes qu'on peut avoir par rapport à l'incertitude concernant l'ambiance, les élections qui approchent. Mais c'est pour ça que je travaille beaucoup avec les services pour avoir des garanties. C'est évident, le risque zéro n'existe pas. Mais nous avons quand même certaines garanties. Nous avons le courrier de la présidente pour dire que cette collaboration était essentielle pour chaque collectivité, et la région ne peut pas s'occuper de tout absolument, et donc j'espère que ces garanties vont être continuées par la suite. Nous sommes tout à fait conscients par rapport à toutes les difficultés qu'on a aujourd'hui au niveau du transport, qu'il faut l'améliorer, le transport en commun et d'autres moyens de transport. Donc crois-moi que c'est une priorité pour nous, et on espère tous d'arriver ensemble à réaliser ce qu'on souhaite. J'ajouterais que le vrai règlement, je dirais, de la problématique globale de la mobilité est quand même un chantier considérable, important, très coûteux, et je pense qu'on en est aussi tous conscients. Est-ce qu'une collectivité comme la nôtre, même, je dirais, avec notre santé financière, est-ce qu'on en a réellement, je dirais, les moyens pour relever, je dirais, des défis ambitieux? Là, aujourd'hui, toutes les opérations que l'on mène en termes de mobilité restent des petites actions qui ne régleront bien évidemment pas la problématique globale des mobilités du déplacement, notamment vers la métropole de Montpellier. On l'a bien compris.
On a besoin d'avoir en effet des lignes nouvelles, certainement de bus, enfin des choses pour vraiment traiter, je dirais, profondément la problématique mobilité. Est-ce qu'une collectivité comme la nôtre en aurait réellement les moyens? On peut aussi s'interroger là-dessus. Bien évidemment, la puissance de la région est bien différente que ce que on pourrait faire nous-mêmes. Donc je pense que c'est ça aussi, il faut aussi réfléchir aussi aux moyens qui sont nécessaires pour mettre en œuvre réellement des vrais outils sur la mobilité. Philippe d'Outremepiche demande la parole. Puisque tu parles de moyens, et tout à l'heure Pierre-Antoine nous a parlé de la stabilité et toi aussi des taux sur la communauté. Prendre la compétence, ça voulait dire du jour au lendemain, je ne sais pas si ça a été rappelé, appliquer la taxe transport, c'est-à-dire que la communauté aurait frappé directement comment dirais-je, entrepreneurs locaux, déjà malheureusement bien en difficulté, et qu'on aide par ailleurs avec la région, le département, la communauté, etc. Donc, je pense que la perception sur le terrain aurait nécessité énormément de pédagogie. Oui, Lionel, oui. Je voudrais rappeler quand même que pendant très longtemps, on a plutôt mis en avant le fait que pour les habitants de notre territoire, les taxes, et en particulier les taxes d'habitation, étaient moins importantes que sur la métropole, et que bon, ben, ça permettait de financer les transports. Ça n'est plus le cas, et que pour revenir sur ce que disait Monsieur D'Outremepiche, il va falloir être très très convaincant auprès de la population dans les années qui viennent. Pas des entreprises, de la population. On est d'accord. D'autres commentaires ou interventions avant que je ne passe au vote? Non. Alors je vous propose de voter donc sur cette non prise de compétence, donc mobilité pour notre comité de communes du Grand Pic Saint-Loup. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition? Des abstentions? Une abstention. Point suivant, demande de subvention pour les travaux d'électricité, éclairage public et télécommunication du parking du Pic Saint-Loup. Je donne la parole au vice-président Jean-Baptiste Panchaud, qui est là-bas à ma gauche. Vas-y Jean-Baptiste. Oui, bonsoir. Bon, on va parler de l'aménagement du paysager du parking du Pic Saint-Loup à Casse-Vieille, sachant que l'aménagement est fini depuis décembre 2020. Une étude complémentaire a été faite pour amener l'électricité au réseau public et de télécommunications, a été faite par Aéroénergie pour reprendre l'éclairage public de la commune. Donc en fait, l'étude, l'ensemble des honoraires et études sont éligibles à une aide financière auprès du syndicat selon... Voilà. Donc l'estimation est de 40 677,33 €. Il y aura un financement maximum possible d'Aéroénergie de 23 689,91 €. L'Aéroénergie récupérait la TVA de 5 384,08 €. Donc il nous resterait à charge 11 603,34 €. Voilà, bon, il est précisé quand même que les travaux de génie civil pour ça ont déjà été réalisés. Et il ne manque plus qu'à passer donc les câbles dans les fourreaux. Voilà. Donc je vous demande d'approuver l'aménagement des travaux prévus électriques, d'accepter le plan de financement, de laisser Monsieur le Président solliciter toutes les subventions possibles et de solliciter Aéroénergie pour l'inscription de cette opération dans leur programme de travaux. Et sachant que la somme d'autofinancement a été inscrite au budget 2021. Merci Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition? Pas de questions. Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Culture et patrimoine, autorisation de signature de la convention tripartite pluriannuelle 2021-2023 avec l'association Bouillon Cube, la DRAC Occitanie, la région Occitanie-Méditerranée et la communauté de communes. Martine Durand-Rambier, la vice-présidente à la culture, nous le présente. Merci Alain. Bonsoir. Donc il s'agit effectivement de la signature de la convention que vous a présenté le président. Il faut savoir que nous avons récemment rencontré à la fois la DRAC et la région et que nous avons constaté une approche semblable du traitement de la culture, entre guillemets, sur de nombreux points. Jusqu'à présent, chaque instance a mis en place à son niveau un dispositif d'aide financière qui voulait soutenir les opérateurs culturels structurants
ces acteurs culturels proposant une programmation de spectacles de qualité tout au long de l'année, une stabilité culturelle, un fort niveau de professionnalisme et une reconnaissance et un rayonnement élevé. Le regard de la communauté se porte bien évidemment sur les manifestations et les associations culturelles d'intérêt communautaire, l'objectif étant de collaborer avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les associations, les artistes, les collectivités et les institutions. Dans ce contexte, l'association Bouillon Cube, qui est basée au COS de la Selle, est partenaire de la communauté de communes depuis plus de 10 ans pour son action dans le domaine de la culture, mais aussi de la jeunesse. Elle a également été repérée depuis fort longtemps par la DRAC et la région et elle bénéficie de leur accompagnement. Jusqu'à présent, ce soutien se manifestait par la mise en place d'une convention triennale qui était signée individuellement par chaque instance. Ces diverses conventions prennent fin en 2020 et nous avons souhaité les regrouper en une seule convention collégiale afin de lui donner plus de poids. Par cette convention, chaque institution s'engage, sous réserve de l'accord de son instance délibérante, à apporter son soutien et un concours financier aux bénéficiaires pendant la période triennale concernée, à savoir 2021, 2022, 2023. Je précise qu'étant tous soumis à la règle de l'annualité budgétaire, il n'y a aucun engagement sur le montant de l'aide lui-même, qui peut être variable et qui sera fixé chaque année et par chaque instance dans le cadre de son budget et soumis au vote de l'Assemblée. Pour information, le montant de la subvention que nous avons attribuée cette année à Bouillon Cube est de 35 000 €, 30 000 € pour la saison culturelle et 5 000 € pour le festival Jeune Public La Dinette qui se déroule au COS de la Selle. Cette prestation correspond à peu près à une quinzaine de spectacles auprès de pratiquement chaque commune. Et je pense que l'association Bouillon Cube est une association que vous devez tous connaître parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont dû venir vous proposer une manifestation. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette convention. Non. Donc, je vous propose d'autoriser Monsieur le Président a signé la convention tripartite pluriannuelle 2021-2023 à intervenir entre l'association Bouillon Cube, la DRAC Occitanie, la région Occitanie Midi-Méditerranée et la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Et je précise que la dépense a été prévue au budget. Merci Martine pour la présentation de cette convention en espérant qu'on puisse rapidement retrouver un rythme normal, je dirais, du bouillonnement culturel de notre territoire qui je crois nous manque à tous beaucoup. Avez-vous des questions sur cette présentation de convention avec donc cette association bien connue de notre territoire qui fait un travail toujours bien ajusté, je dirais, pour les besoins de nos communes. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous remercie. Gestion et préservation de la ressource en eau avec un premier point sur l'adhésion de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies et désignation du représentant légal de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, mon cher Jean-Claude Armand. Donc la FNCCR, c'est une association 1901 qui est en fait un centre de ressources dans les domaines de délégation de l'énergie, le cycle de l'eau, le numérique et les déchets. Là, il est proposé d'adhérer à cette fédération pour la partie eau. La cotisation annuelle est de 1 723 € et il est proposé de me désigner également comme représentant de la collectivité dans l'Assemblée générale de la FNCCR. Est-ce que ça suscite des interrogations, des questionnements? Bon, vous avez bien compris la logique de cette adhésion et de la désignation de Jean-Claude Armand pour y siéger. Pas de questions. Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point suivant, désignation d'autorité organisatrice de l'enquête publique unique relative au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme et au projet de zonage d'assainissement collectif et non collectif de la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Donc la commune de Saint-Clément-de-Rivière a engagé la révision de son PLU et va rentrer en phase d'enquête. Par ailleurs, est annexé obligatoirement à ce PLU, comme tous les PLU, un zonage d'assainissement qui fait la part entre l'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Ce zonage
a été soumis à votre approbation à la fin de l'année 2020 et il doit être lui aussi soumis à enquête publique. Donc l'idée par économie, c'est qu'il n'y ait qu'une seule enquête publique qui soit évidemment engagée et de désigner la commune de Saint-Clément-de-Rivière qui l'accepte comme autorité organisatrice de l'enquête publique qui traitera et du PLU et du zonage d'assainissement. Très bien, des Je questions? vérifie que la commune accepte. Est-ce que la commune accepte? Oui, c'est important. Très bien. Pas de questions par rapport à ce point. Très bien, je mets au vote. Des votes contre, des abstentions. C'est voté, je vous remercie. Point suivant, lancement d'une procédure de consultation pour la délégation de service public d'eau potable, toujours sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Alors vous vous souvenez que dans la compétence eau générale, on a de l'eau potable et de l'assainissement, qu'on a des communes qui sont en régie, d'autres qui sont en délégation de service public. Nous avons pris la logique de faire converger les délégations de service public qui arrivent à échéance dans ce mandat pour les faire converger au 31 décembre 2024, de façon à organiser entre nous, de manière apaisée et avec du temps, un débat approfondi sur le devenir de la gestion de l'eau sur notre territoire. Donc là, la délégation de service public eau potable de Saint-Clément-de-Rivière arrive à échéance au 31 décembre 2021. Il est proposé de la reconduire pour 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre de 2024. Donc c'est ce qu'on a déjà fait pour d'autres délégations. Le seul élément un petit peu nouveau sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est sur le rapport annexe qui est présenté à l'appui de cette délibération, qui est un rapport complet, qui en fait est le canevas de travail de la commission eau et du bureau des maires pour les 2 ans à venir, qui décrit les différents modes de gestion, la régie, la délégation de service public, mais également les sociétés d'économie mixte, les sociétés locales, les CEMOP. Il y a tout un tas de choses qui sont indiquées dans ce rapport et qui sont extrêmement intéressantes pour ceux que ça passionnera. Voilà, donc l'idée c'est de reconduire une consultation pour la délégation de service public eau potable de Saint-Clément-de-Rivière jusqu'au 31 décembre 2024. Des questions? Pas de questions, je mets au vote cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Ensuite, c'est le lancement d'une procédure de consultation pour l'assainissement cette fois-ci, hein, Oui. c'est ça? C'est la même question et la même punition. Donc on se propose de lancer une consultation pour prolonger la délégation de service public, ce coup-ci en matière d'assainissement, de Saint-Clément-de-Rivière, mais également de Mas-de-Londe, 2 délégations arrivant à échéance, elles toutes les deux, au 31 décembre 2021. Voilà, même démarche, même explication. Je pense que vous l'avez compris. Là, c'est plusieurs fois d'ailleurs je crois qu'on le présente ce type Oui. de démarche, donc c'est pas un fait nouveau. Avez-vous des questions? Pas de questions. Je mets au vote. Et des votes contre, des abstentions. C'est voté, je vous remercie. Lancement d'une consultation pour un marché cadre de création de branchements d'eau usée. Voilà, dans le cadre de la prise de compétences assainissement, on a besoin évidemment de faire réaliser des travaux, et notamment des travaux de branchement. On a décidé en 2019 de lancer une consultation pour un accord cadre sur 3 lots. Le lot numéro 3 avait été attribué à la société, un groupement d'entreprises SCAM EHTP, pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois. Le fonctionnement de cet accord cadre prévoit qu'au bout d'une année, si on ne veut pas reconduire le marché, eh bien on peut l'arrêter et relancer une nouvelle consultation. C'est un gros avantage de l'accord cadre. Il se trouve que ce lot numéro 3 a attribué au groupement d'entreprises SCAM HTP, on l'a tous un petit peu vu sur nos propres communes, a montré des difficultés. On a des rapports un petit peu tendus avec l'entreprise, au point que nous avons pris la décision de ne pas reconduire. Et donc, ce qui est proposé ce soir, évidemment, c'est de relancer une consultation pour trouver un attributaire sur cet accord cadre pour le lot numéro 3, pour des montants qui sont indiqués en dessous, pour un minimum de 100 000 euros et de 400 000 euros, 1 an renouvelable, au maximum 3 fois. Très bien. Tu as bien fait de rappeler en effet cette disposition qui nous permet de stopper un contrat qui ne nous convient pas au regard, je dirais, de bon nombre de communes, me semble-t-il, qui nous ont fait part des difficultés rencontrées. J'applaudis. Entreprise. Ah, il y a une manifestation. J'applaudis. C'est Philippe. Oui, je dis j'applaudis. Ah, merci Philippe. Ah, il y a des fois des bonnes décisions à prendre.
Voilà. J'ai une Merci. question. Oui, c'est Daniel, c'est ça? Oui, Vas-y, Daniel. c'est une remarque. Est-ce que dans les réflexions de la commission, on pourrait envisager un jour la possibilité de confier des marchés communs à la fois pour l'eau potable et l'assainissement? Moi, j'ai un mal fou sur la commune à faire en sorte que les travaux se fassent en même temps, si possible qu'ils se fassent les mêmes tranchées quand il s'agit de réseaux humides. Et quand on a deux marchés attribués à des entreprises différentes, il y en a deux ou il y en a trois dans la balance, entre l'eau potable et l'assainissement, on en a deux aussi. C'est horriblement compliqué et on se retrouve avec des voiries départementales ou communales qui sont truffées de tranchées, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes entreprises qui posent les réseaux humides. Oui, je ne sais pas très bien répondre au fond à cette question, mais je voudrais citer l'exemple de Saint-Clément-de-Rivière qui, jusqu'au 31 décembre 2021, a une délégation de service public en eau potable et une deuxième en assainissement avec le même délégataire, qui est Veolia. Donc il n'y a aucune difficulté pour que la même entreprise assure les deux délégations de service public. Très bien, je pense que cette réponse est adaptée. Nous autoriser donc à relancer cette consultation, vous l'avez compris, donc pour lieu et place, je dirais, du prestataire actuel qui ne nous satisfait pas. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition? Des abstentions? C'est voté, merci. Point suivant, c'est une consultation pour des travaux de mise en conformité de cuves de stockage hydrocarbures. Tu vas nous expliquer ça, Jean-Claude. Non, mais très rapidement, on est toujours sur le territoire de Saint-Clément-de-Rivière qui nous occupe beaucoup ce soir. Et nous avons deux forages, le forage du Méjanel et le futur forage de la Buffette, qui ont été dotés de périmètres de protection avec des servitudes et des contraintes évidemment dans ces périmètres, dont le devoir de mettre en conformité les cuves d'hydrocarbures qui sont présents sur le périmètre. Donc c'est un engagement qui est un petit peu lourd, c'est un petit peu compliqué. On a fait intervenir comme maître d'œuvre le bureau d'études ENTEC qui a fait un chiffrage des travaux à réaliser. Malheureusement, l'appel d'offres qui a été lancé sur cette base du travail du maître d'œuvre a été 2 fois infructueux. Donc il y a vraiment une difficulté très très particulière qui est liée notamment au fait que les travaux à réaliser sont très dispersés sur le territoire. Donc, ce que je vais proposer aujourd'hui, c'est d'augmenter sur les conseils du maître d'œuvre les montants estimatifs de ces différents travaux et de relancer une consultation sur des bases nouvelles. Les bases anciennes étaient les suivantes, je vous les rappelle. Donc il y avait un premier lot qui était pour la mise en conformité des forages existants, c'est-à-dire boucher les forages qui ne servent plus correctement, ainsi que les puits, qui était évalué à 172 000 €. Et un deuxième lot qui concernait les cuves. Et c'est ce lot-là qui pose vraiment une difficulté. Il était évalué à 139 000 €. Il est proposé de fixer les enveloppes de ces deux lots, chacun à 300 000 € et de relancer une consultation sur ces bases-là. Je dois dire que c'est extrêmement important parce que ces forages sont extrêmement utiles à la commune de Saint-Clément-de-Rivière pour son alimentation actuelle et future. Ils nous serviront également comme interconnexion avec le reste du territoire. Merci Jean-Claude pour ces explications. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets au vote cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Bon, c'est voté, merci. Lancement d'une consultation pour un marché accord cadre de travaux de restauration des cours d'eau. Voilà, donc je vous rappelle qu'on est sur 4 bassins versants, l'Hérault, le Lez, le Vidourle et le bassin de l'Or. Et là, il s'agit de traiter sur le bassin du Lez le programme pluriannuel d'intervention sur les cours d'eau dont nous avons délibéré très récemment. Pour le mettre en œuvre, donc c'est un programme de travaux élaboré par le CIBL, qui est l'EPTB, donc l'établissement public territorial de bassin du Lez, qu'on a critiqué profondément avec eux et qu'on a fait donc qu'on a soumis à votre délibération. Si vous vous souvenez bien, c'était au mois de novembre 2020. Là, l'idée, c'est de lancer une consultation pour un accord cadre, pour trouver des entreprises qui interviennent à façon sur le bassin du Lez. Donc on fait 2 lots, un lot pour les cours d'eau principaux que sont le Lez, le Lirou, la Lironde, la Mosson et le Terrieux, et puis un deuxième lot
pour les cours d'eau secondaires qui se traitent un petit peu différemment. Et l'ensemble de ces lots fait 25 000 euros. Et c'est un accord cadre, comme tous les accords cadres, d'une durée d'1 an, renouvelable au maximum 3 fois. Voilà, et ce sont des travaux qui sont inscrits au budget GEMAPI. Voilà. Avez-vous des questions? Pas de questions, je mets au vote cette proposition. Des votes contre? Des abstentions? C'est voté, merci. Demande de subvention pour des travaux de construction de réhabilitation des réseaux d'eau usée et potable sur la commune du Triadou. Alors là, on tombe sur une difficulté, c'est qu'au Triadou, là, dans le centre du village, on a vraiment un imbroglio sur les différents réseaux, entre les réseaux d'eau usée, les réseaux pluviales, l'alimentation en eau potable. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué, et plus on avance dans ce travail-là, plus on s'aperçoit que c'est extrêmement difficile. Donc là, ce qui est proposé, c'est de réévaluer le montant des travaux, de le porter à 462 465 euros et de modifier évidemment en conséquence le plan de financement dans lequel la communauté de communes supporte 20% du montant total, le reste étant apporté par l'Agence de l'eau et le département de l'Hérault et par des crédits d'État au titre de la DETR. Des questions par rapport à ce besoin de revoir ces réseaux au Triadou et ces demandes surtout de plan de financement tel qu'il vous est présenté? Des votes contre, des abstentions? C'est voté, je vous remercie. Communication, mise en place d'une régie publicitaire gérée par le service communication et détermination des tarifs. Donc vous le savez, on a mis en place une régie publicitaire qui a démarré tout doucement et puis petit à petit qui prend son envol. On a de plus en plus de succès. L'objectif, bien évidemment, c'est de fixer les différents tarifs que vous avez là sur votre note de synthèse et qui nous permet, bien évidemment, la mise en place d'une régie publicitaire pour le magazine intercommunal. Et donc les tarifs, vous les avez pour une page, un demi, un quart de page, les différents tarifs proposés. Voilà, je pense qu'il ne nécessite pas vraiment plus d'explications. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je soumets ces tarifs. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Donc c'est voté, je vous remercie. Et me semble-t-il, me voici au bout de l'ordre du jour. Vous remerciez les uns les autres, en distanciel ou en présentiel. Je pense que finalement cette séance s'est plutôt bien passée, tout a relativement bien fonctionné. J'espère que en distanciel vous avez pu nous suivre sans problème. Merci à vous toutes et tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Je lève la séance.